Comment ne pas reconnaître l'immense contribution des religieuses hospitalières de Saint-Joseph à la société acadienne et au Nouveau-Brunswick en général? Que ce soit par l'entremise de l'éducation, entre autres celle des femmes en Acadie, ou encore en matière de soins de santé, elles ont été à l'avant-plan en ces deux domaines cruciaux de notre développement communautaire et socio-économique. Tout ce qu'on a d'archives, c'est l'histoire de l'éducation et aussi l'histoire des soins de santé. Vous parlez de bâtisseurs, vous autres, dans vos grands projets? Des bâtisseurs extraordinaires à Tracadie, les premières, les pionnières qui sont arrivées en 68, ont laissé aussi un héritage intéressant. Les sœurs de Saint-Bastien, les sœurs de Carmelton. Je dis les sœurs parce que je regarde, je me dis, c'est pas juste une sœur, c'est une des pionnières. Si elles ont laissé leur marque, c'est parce qu'elles avaient un appui d'une grande communauté. Qu'est-ce qu'on a dans nos archives? Tous ces documents-là qui racontent notre histoire fantastique. Mais il faut être capable de les lire, il faut être capable de faire la synthèse. L'Amérique du Nord en 1604 sera désormais une terre d'accueil pour des Européens. D'abord français, ce pays qu'on nomme l'Acadie se trouvera au centre des enjeux importants que se disputaient la France et l'Angleterre. L'homme blanc avait apporté avec lui de funestes maladies qu'il transmit aux Amérindiens, mais cette fois, la plus terrifiante menaçait le pays tout entier, peu importe les races. Cet endroit, Tracadie, fut le théâtre d'une des périodes les plus obscures et des plus méconnues de l'histoire du Canada. C'est ici qu'on érigea un établissement où on devait soigner des lépreux, un lazaret. Sœurs Zélika d'Aigle, les lépreux, avant l'arrivée des religieuses en 1868, le premier lépreux est arrivé en 1849. La première victime documentée, on sait que c'est Mme Ursule en 1828. C'est peut-être le premier document vraiment sûr qu'il a fait les funérailles de cette dame ici, qui était malade depuis plusieurs années, qu'on ne voyait pas à l'extérieur de la maison. Son mari la soignait. Mais c'était une maladie étrange. Personne ne connaissait la maladie. C'est comme ça qu'on l'appelait, une maladie étrange. Mais vous parlez de la première victime, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres. Après ça, il y a eu son mari quelques années après. Elle a eu sa sœur aussi quelques années plus tard. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? On aurait eu deux personnes qui étaient arrivées sur des bateaux, qui se sont fait débarquer à Caraquette. Ils auraient descendu, ils auraient logé dans la maison où cette dame ici est décédée. C'était des évadés de l'Europe. Ils venaient chercher le bois ici, au Nouveau-Brunswick. Comment ils récupéraient les gens pour les amener à Sheldrake? Il y a eu des personnes, même, ils les appelaient les chasseurs des lépreux. Ils allaient dans les familles, puis ils les amenaient de force. On raconte même qu'ils avaient tellement peur, les gens, qui les amenaient, même ils les attachaient. Les personnes ont été isolées sur l'île Sheldrake. Et ça a duré 6 ans. Puis en plus, à Sheldrake, les gens s'évadaient. L'hiver, aussitôt qu'il y a eu de la glace, ils se sont évadés. C'était en 1842, le premier curé qui a fait des démarches pour avoir une commission de santé à Tracadie. Et en 1849, les lépreux ont été transférés à Tracadie. Un lazaret a été bâti. Le Père Lafrance, son but était plus proche des familles. Les familles pourraient les visiter. Mais ça n'a pas été vraiment ça, parce qu'il y a eu des lois. Ils ne voulaient pas que les gens des familles aillent trop souvent les visiter. Il y a eu une clôture demi autour. On comparait ça quoi à une prison? Comme une prison. Ils étaient vraiment entourés. Ce qui les encourage, c'est que le Père Lafrance avait dit, quand vous serez à Tracadie, on aura un médecin, puis on aura un médecin qui parle votre langue, parce qu'il y avait toujours eu des médecins anglais. Alors, il a été chercher le Dr Labellois en Gaspésie, qui est venu et qui a vraiment été très apprécié. La condition était meilleure, mais elle restait encore très pauvre. On a été chercher des religieuses à Montréal, des infirmières, pour soigner les lépreux. C'était en 1868. C'est le Père Gauvreau, avec Monseigneur Rogers, qui a proposé d'avoir des sœurs. Alors, c'est le Père Paquette, qui était curé à Caraquette, qui était l'assistant de Monseigneur Rogers, qui est allé à Montréal, rencontrer la communauté religieuse. L'Hôtel-Dieu était reconnu à Montréal, il connaissait les hospitalières. Alors, les sœurs ont dit, on va étudier la situation, on va voir accepter la proposition, de la considérer. Ça a été décidé comme au mois de mai, 2 sœurs qui sont venues faire une visite à Tracadie. Alors là, ils ont trouvé la situation épouvantable. Arrivés à Montréal, ils ont raconté aux sœurs ce qu'ils avaient vu. Il fallait que les sœurs votent en faveur de la mission ou non de la fondation. Alors, les sœurs ont voté en faveur parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment une mission importante. Puis les sœurs étaient
toutes formées pour le soin des malades à cette époque-là. C'était les personnes toutes désignées. Mère Pagé qui était supérieure, Sœur Quenelle qui était l'assistante, Sœur Brault qui était, on dirait aujourd'hui, l'administratrice de l'hôpital pour les soins. Ensuite, Sœur Saint-Jean qui était la pharmacienne. Puis il y avait 2 autres sœurs pour aider aux soins, la buanderie, la cuisine, Sœur Lumina et Sœur Clémence. Donc, en 1868, les religieuses, enfin, les anges docteurs arrivent. Parlez-nous de la léproserie, comment ça se passait avec les religieuses? D'abord, en arrivant, ça a été de mettre de l'ordre dans la maison, puis dans l'administration, faire un peu un bon ménage là-dedans. Les femmes du village sont allées. Les gens de la région ont beaucoup aidé, là. Ils allaient aider, les gens allaient couper le bois, parce que c'était chauffé. Il y avait 20 poêles là-dedans pour chauffer la maison. C'était juste chauffé avec des poêles à bois. Finir la réparation de la bâtisse. Pour loger les sœurs, ils avaient allongé la bâtisse. Ils n'ont pas fait une autre maison pour les sœurs. Alors, les sœurs restaient dans la même maison que les lépreux, avec la séparation. Alors, ils étaient cloîtrés. Avec le désert, ils partaient de Montréal, il y avait un cloître. Alors, ils revenaient, puis ils vivaient comme cloîtrés en arrière de la clôture avec tous les lépreux qui étaient là. Alors, déjà à cette époque-là, Dr. Smith est arrivé, ça fait quelques années, puis lui, il avait commencé à enlever des barrières, là. Enlever les barres dans les fenêtres, puis enlever la clôture, c'est-à-dire qu'il l'avait enlevé en avant de la bâtisse pour que ces gens-là puissent voir l'horizon un peu. Fait que ça devenait plus humain. Oui, c'est ça. C'est un peu humaniser les soins. Parce qu'ils ont ouvert un hôpital. Ils soignaient les malades de la région, c'était la pharmacienne. C'est elle qui appelait la sœur docteur, sœur Amanda Vigée. Il a organisé une pharmacie, elle avait apporté de Montréal ce qui était nécessaire pour une pharmacie parce qu'ils savaient qu'ils arrivaient avec rien. Les sœurs arrivaient avec du bagage. Il y avait une entente qu'ici fournissait les lits puis fournissait des meubles. Mais les sœurs emportaient au moins chacune une chaise. On voit ça dans la correspondance. Ils écrivent ça avec humour. Il y avait chacun une chaise. Alors, pour prier à la chapelle, il allait chercher la chaise. Puis pour manger, s'il voulait s'asseoir, il allait chercher la chaise. Elle dit que c'était un moment de détente. Alors, ils vivaient ça au jour le jour, puis avec humour, puis il fallait bien qu'ils rendent la vie un peu agréable. Au nom des officiers d'État, des conseils et de tous les chevaliers à travers le Nouveau-Brunswick, je veux exprimer toute notre gratitude envers la congrégation des Hospitalières Saint-Joseph. Mon nom est Léopold Thériault. Merci de ce que vous avez fait pour la communauté. On soignait en général combien de lépreux, là? Au maximum, dans les années 1880, on dit qu'il y a eu jusqu'à 36. C'était le maximum. Parce qu'il y en avait chaque année, il y avait des décès. Il y en a qui s'ajoutaient. Puis là, ben, de moins en moins, ça s'ajoutait, là. Mais la juridiction a passé au fédéral en 1880. Puis après ça, les sœurs ont eu l'administration du lazaret. Ils ont pu améliorer, ils avaient ajouté une galerie pour que les personnes puissent sortir sur la galerie dehors. Puis même, il y a eu, ça fait juste 5 ans que les sœurs étaient ici. Puis le curé, l'évêque, ils ont dit, il faut ouvrir une petite école paroissiale parce que tous nos Français qui arrivent ici vont être des illettrés. Alors les sœurs ont accepté, même sœur Amanda Vigée, à part de la pharmacie, elle était organisée une classe. Donc, elle s'occupait de tout. La construction. Faire les plans, les patients. Puis, il y a eu, les sœurs ont pris des orphelins aussi. Ça a commencé dans les registres en 1889. Il y avait déjà peut-être une dizaine d'enfants. Un exemple, on en trouve dans la correspondance, un monsieur qui est arrivé voir les sœurs. La maman était décédée, elle avait 3 enfants. Il dit, pouvez-vous les garder? Parce qu'il dit, moi, je ne peux pas aller travailler. Alors, les sœurs ont gardé les 3 enfants. Alors, c'est des situations comme ça. Tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont installé, c'était par rapport aux besoins. Aux besoins du temps. Ça a toujours été pour répondre à un besoin. L'hôpital et le dispensaire qui a été organisé par Sœur Saint-Jean-de-Goteau, qui était pharmacienne, desservait la péninsule. Ben oui, les gens venaient de partout, là. Ben oui, ils venaient même aussi loin de Bathurst puis Couchibougouac, qu'on voit dans la correspondance. Là, il y a eu des médecins qui se sont ajoutés. Dr. Vigneault de Bathurst venait comme chirurgien. On a eu Dr. Smith jusqu'à 1909. Au décès de Dr. Smith, ça a été Dr. Longis.
Puis c'est lui qui a vraiment aidé à organiser l'hôpital. Et en 1920, Dr. Paulin, qu'on a bien connu nous autres, il en arrivait avec un rayon X, on arrivait davantage avec du laboratoire. Parce que là, on a eu l'époque de la sepsie, la découverte de la bacille de la lèpre en 1871. Alors ça, c'est un grand avancement dans les soins. Avant ça, on ne savait pas ce qu'était la cause de toutes les maladies. La même époque que Pasteur qui a découvert la bacille de la tuberculose. Ça a été toute une révolution dans la médecine sur la fin de 1800. Mais ça a tout changé. Donc, on commençait à stériliser Oui, tous les instruments il y a quelqu'une des sœurs qui était allée à Montréal pour prendre la formation, pour pouvoir mieux revenir. pour et après- revenir puis ouvrir les écoles d'infirmières au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, c'est en quelle année, la première école d'infirmières? Au Nouveau-Brunswick, on va fêter le centenaire de l'Association des infirmières l'an prochain. En 1917, dans le nord ici, c'est Campbellton qui a eu la première école d'infirmières. Puis après ça, Chatham. Mais nous autres, à Tracadie, c'est un peu plus tard. Mais les religieuses ici, à Tracadie, sont allées à Chatham et Campbellton pour obtenir leur diplôme d'infirmière. Ici, on l'appelle l'accueil Sainte-Faye. C'était l'école, la résidence Jeanne-Mance. Ici, le local, c'était la bibliothèque de l'école. C'est pour ça que vous voyez encore beaucoup de livres d'école sur les tablettes. Puis à partir de 1930, la province, l'Association des infirmières, a reconnu les sœurs qui faisaient leur cours ici. L'intérieur de l'hôpital a été rénové. Une salle d'opération a été organisée. Puis c'est sœur Branch, qui a terminé son cours d'infirmière, a été chargée d'enseigner aux sœurs infirmières ici. J'ai travaillé là de jour et de nuit de 1 an. Et puis, après coup, j'ai été nommée à la salle d'opération avec Sœur Branch. Puis je crois vraiment là, que celle-là, ça a été peut-être vraiment ma marque là, pour l'enlèvement. Parce que cette personne-là, Sœur Vicky Branch, elle a été pour moi la personne, je dirais, qui m'a marquée. Vous la décririez comment? Elle était discrète, elle était attentive à l'autre, puis elle était patiente. C'était une femme qui ne se perdait jamais les pédales. Là. Vous savez, quand il arrivait des fois des émois ou des choses, des fois des contrariantes, elle était toujours attentive, puis elle était diplomate. C'était une femme qui avait beaucoup de... Par exemple, il y avait un médecin, qui était le médecin-chef, le docteur Robichaud, puis lui, c'est un type qui était capable, là, tu sais, puis il ne fallait pas lui dire quoi faire. Il savait quoi faire. Mais une fois, elle m'a dit comme ceci. Elle dit, vous savez, avec les hommes, il faut toujours user de diplomatie. Ah oui? Bien, elle m'a dit, quand on a une idée à faire passer, là, ben, elle dit, il faut le faire comme semblant que c'est lui qui a devenu cette idée-là. Alors, j'ai dit, bonne idée. J'ai toujours conservé ça. D'être infirmière, de vivre parmi des lépreux, quand tout le monde avait peur autour, vous sentiez-vous comme invincible après? Comme un sentiment de protection? Quand les sœurs sont venues de Montréal pour soigner les lépreux à Tracadie, Monseigneur a dit, mes sœurs, allez-y sans crainte, vous ne prendrez jamais la lèpre. Puis les sœurs ont cru ça. Puis on ne l'a jamais pris. La foi. C'est la foi qui vous a sauvé, qui vous sauve toujours? On prenait quand même des précautions. Lesquelles? Qu'est-ce que vous... Par exemple, si on lavait des choses, on mettait des gants. Mais comme pour le service, puis pour laver la vaisselle, on ne mettait pas de gants. Est-ce que les autres religieuses avaient peur d'avoir la lèpre? Non, les autres sœurs n'avaient pas peur. Pourquoi elles n'avaient pas peur? Mais ça ne saute pas sur le monde, la lèpre. C'est pas une maladie. Moi, je trouve que la lèpre est beaucoup moins contagieuse que la tuberculose. Parce que la tuberculose, c'est par la salive. Puis la lèpre, il faut vraiment que le sang de la personne, là, si le patient a une plaie, mais il faudrait que ça touche à mes doigts ou à mes mains, ou que j'aurais une coupure, quelque chose de même. Les fluides. Ouais. S'il y a un contact, là, il pourrait avoir la lèpre. Leur donniez-vous de l'affection? Oui. Est-ce que ça se faisait? Les touchiez-vous? Bien sûr, oui. Quand on voulait porter les plateaux, des fois, puis ils nous donnaient des choses, bien, on pouvait les toucher, puis on pouvait les tenir. Non, j'ai jamais eu peur de personne, de ces personnes-là. Oui, j'ai été 3 ou 4 ans chez les lépreux. Mais avant d'aller chez les lépreux, vraiment, j'ai rencontré une petite dame. Elle était arrivée à Tracadie au Lazaret en 1956. Je l'ai rencontrée en allant à la côte. Puis elle aussi s'en allait prendre une marche. Elle m'a raconté son histoire. Elle était née au Brésil.
Puis, elle était immigrée à Toronto depuis 7 ans. Là, elle s'est trouvée enceinte de 3 mois. Ils l'ont déclarée lépreuse. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elle a accouché à la léprose? Ah oui, ça a été vite, son accouchement, mais elle n'a pas été dans la salle d'accouchement. Ils ont amené une table d'accouchement dans le bureau du lazaret. Et puis la sœur qui s'en occupait, elle a appelé le médecin, c'était le docteur Robichaud. Puis quand elle est arrivée, la petite était au monde. Ça, Brench l'avait déjà délivrée. Mais elle n'a pas pu voir son... Ils ont juste montré, mais elle ne pouvait pas le toucher. Ils l'ont pris tout de suite, puis ils l'ont transféré à la communauté. Il y a des sœurs. Puis je l'aimais bien, ce petit bébé-là. Elle est assez belle, une petite fille. Elle l'a montré à sa mère, mais elle ne pouvait pas lui toucher, puis elle ne pouvait pas la prendre, rien. Elle regardait par la vitrine de la chapelle. Puis elle se mettait du côté de la léproserie. Puis la sœur venait du côté de la chapelle lui montrer son bébé. Bon, bien, toujours avec toutes ces choses-là, bien sûr, elle rêvait qu'un jour, qu'elle aurait son bébé dans ses bras. Le docteur, lui, s'intéressait beaucoup au traitement de diazone. C'était nouveau. Ça fait qu'il s'est procuré ces traitements-là. Et puis, elle est devenue négative. Fait qu'il l'a guérie avec le diazone. Elle était négative, là. Mais le docteur Robichaud, il était pas vite sur ses affaires. Je crois bien, elle attendait pour s'en aller pour Noël. Puis là, son père est venu la chercher pour l'amener après 3 mois. Elle est partie assez vite parce que le docteur disait « il faudra que j'aille un 2e test négatif ». Puis elle n'avait pas encore son 2e test qu'elle a décidé de partir. Voyez-vous, elle est partie comme avant le temps, là. Elle s'est évadée. Je lui ai pas aidé, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Je pense que ça s'est bien passé parce qu'elle a toujours correspondu avec la sœur qui s'en était occupée. Elle m'écrivait souvent, puis elle me téléphonait. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. C'est une très belle histoire. Ensuite, ben, quand la petite a été partie, là, on m'a nommé chez les lépreux, vraiment. J'avais l'étage d'en bas. J'avais le père Dona Cournoyer, 2 Chinois, puis Madame Coup-de-Corps. Je peux vous dire quand même qu'elle avait ça. Il y avait seulement que Mme Puridoff qui avait des bobos. Elle, sur les 2 jambes. Mais elle ne voulait pas qu'on fasse ses pansements. C'était elle qui faisait ses pansements. Elle ne voulait pas. Elle venait dans la cuisinette, puis elle se faisait des steaks, puis elle se faisait des salades. Puis je la laissais faire parce qu'elle aimait ça. Le docteur Paul avait donné un bateau au père Dona pour aller sur la mer. Puis de temps en temps, on allait prendre un tour avec le père Dona, puis Mme Coup-de-Corps, puis le petit Chinois, on amenait avec nous autres. Elles ont créé et tenu à bout de bras le système hospitalier d'ici. En mon nom personnel et du réseau de santé et vitalité, je veux exprimer notre plus sincère gratitude envers la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph pour vos œuvres dans le domaine de la santé partout au monde et particulièrement au Nouveau-Brunswick. Merci pour votre dévouement, ainsi que votre implication dans la communauté. Est-ce qu'il souffrait? Est-ce qu'il se plaignait? C'est du monde qui ne se plaint pas beaucoup. Ils sont durs à la souffrance. Ils sont durs sur sa souffrance. Qu'est-ce que vous avez remarqué tant ici à Tracadie qu'à San Pablo? Ici, c'est un hôtel, quand on parle de San Pablo. Racontez-nous. On est en 1974. Votre première impression quand vous arrivez à San Pablo? Ma première impression quand j'ai fait une visite chez les malades, ça m'a vraiment dérangée de voir ces malades-là. La souffrance qu'ils avaient, ça boitait, le nez du travers, le visage un peu déformé. Ouf, quand j'ai sorti de là, je m'en étais parce qu'on ne restait pas au même village. J'ai été à ma maison. Moi, je me suis dit, si la supérieure me demande pour partir, d'aller à une autre mission, je vais y aller. Maman n'a pas demandé. Qui fait que vous vous étiez fait une image, celle que vous aviez de Tracadie. Un peu, je pense bien. Parlez-nous d'une journée là-bas. Comment ça se passait? Vous étiez beaucoup de religieuses à s'occuper de la maison des... Mais quand je suis arrivée à San Pablo, moi, on était 8. Chacune avait
son travail. Il y en avait qui travaillaient à l'hôpital. Moi, je travaillais spécialement à la Maison des Invalides. Le matin, quand j'arrivais, je les saluais. Après ça, il fallait que je voie qu'est-ce qu'il y avait pour le déjeuner, le dîner, les médicaments, si que les pansements avaient été faits. Les pansements, c'était un gros travail, ça. Les plaies des malades. Là. Les plaies ouvertes? Oui, oui, des plaies ouvertes. Hein? Puis ça sent pas toujours bon. Ça fait qu'il y avait toujours 2 infirmiers le matin pour nettoyer les plaies, faire les lits, ceux qui ne pouvaient pas se laver, les aider à les laver, passer les médicaments. Ça devait être des grandes journées? Les journées étaient longues. On arrivait là vers 7h30 le matin, puis on était de retour à la maison vers 1h30, 2h l'après-midi. Moi, j'avais fini de travailler à la Maison des Invalides, mais à la colonie, ce qu'on restait, il y avait un petit hôpital. Puis là, il y avait... Les malades venaient de tous les villages. On avait comme 5-6 lits. On faisait des accouchements. Quand il y avait des piqûres de serpents, il fallait qu'on lui donne le traitement. D'abord, quand je suis venue au Mexique en 1993, on commençait une nouvelle mission. On n'avait pas de mission au Mexique. Puis on a commencé à la ville de Mexico. Puis nous, les 2 Mexicains qui sont avec moi, puis moi-même, on a pensé qu'on voulait venir dans un endroit où il y avait plus de besoins, de pauvres. On a passé à Chiapas. On a communiqué avec l'évêque de San Cristobal. Puis il était bien heureux de ça qu'on puisse venir parce qu'il y avait une clinique qui se faisait dans un village à Pocono, une clinique de santé. Il y a la pharmacie ici. Au moins, ils sont installés un peu. Ici, que Trini vient travailler aussi le mercredi. Il y a une compagne qui travaille surtout dans le domaine de la santé, qui est infirmière. Il y a beaucoup de besoins dans le domaine de la santé. Puis l'autre travaille avec les jeunes et la promotion de la femme. Puis moi, je reste surtout à la maison, mais je vais visiter des malades à domicile, porter la communion. Parce qu'ils sont souvent, les compagnes sont souvent absentes, des fois 2-3 jours pour leur travail, ça fait que ça prend quelqu'un à la maison, c'est surtout. On n'a pas de relève. Ici, surtout ici, sur place, la relève va être difficile parce que les parents ne veulent pas laisser les jeunes sortir, aller dans une congrégation. C'est surtout qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants. Quand je suis entrée, on était au-delà de 1000 sœurs. Maintenant, on est dans les 240, 200. Puis, c'est sûr que la moyenne d'âge est élevée. Hein? Alors, on a seulement des jeunes sœurs en Amérique latine. Bien, moi, je me dis, si c'est comme ça que ça doit finir, c'est correct. Mais je suis certaine que la mission des hospitalières va toujours continuer. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra avoir la tendresse et la compassion envers les malades. Il y aura toujours quelqu'un qui va respecter, qui va les écouter. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra garder l'esprit de Jérôme Le Royer, qui disait qu'on était la sainte liberté des enfants de Dieu. Alors, il y aura toujours du monde qui aura cet esprit-là. Ça fait que je me dis, la mission ne tombera pas. Il y aura nos associés qui pourront continuer aussi.